Alors ici, je vais vous demander de dupliquer le texte. Donc déjà, celui-là, je vais le placer plutôt en haut. Et puis avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, on va déplacer vers le bas pour obtenir une copie. Si je veux que ce soit parfaitement en bas, pendant que je déplace, c'est la touche Shift. Mais ça ne doit pas être parfaitement en bas nécessairement, c'est juste si on veut être perfectionniste. En tout cas, voilà, vous avez mis le texte original sur le dessus de votre page et avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, vous l'avez déplacé, ce qui a fait une copie. On va travailler sur la copie en bas ici. Donc souvent, dans Illustrator, ceux qui connaissent Illustrator vont vous dire « Oui, pour faire ça, il faut absolument vectoriser le texte. » Bon, et souvent c'est faux. Souvent c'est parce qu'ils ne connaissent pas les dernières fonctionnalités de Illustrator qui permettent de faire les choses sans vectoriser le texte. Vectoriser le texte, ça veut dire transformer en vecteur. Actuellement, ce ne sont pas des vecteurs qu'on voit là, ce sont des caractères. En réalité, si derrière, le typographe il a fait des vecteurs, mais ils sont inaccessibles par Illustrator, ces vecteurs. Ces constructions géométriques des caractères. Mais Illustrator peut faire apparaître ces vecteurs, il peut vectoriser le texte. Alors, l'autre jour, nous sommes allés dans le menu Fenêtre, dans Vectorisation de l'image, dans le menu Fenêtre. Mais c'était pour vectoriser une image. Ici, c'est du texte. Donc, ce n'est pas dans Vectorisation de l'image qu'il faut aller. D'abord, première chose, est-ce que votre texte est bien sélectionné avec la flèche noire? La ligne de base est bien sélectionnée, certainement, puisque vous venez de le bouger. Ensuite, vous allez dans le menu Texte, Vectoriser. Donc, je vais quand même vous montrer ce qui se passe quand on vectorise. Parce que parfois, ça permet de faire certaines choses qui ne sont pas possibles autrement, en effet. Voilà, les vecteurs sont apparus. Donc, les vecteurs sont apparus. Si maintenant je fais CTRL-Y sur le PC ou Commande-Y sur le Mac, je vois qu'en bas, ce sont des vecteurs, alors que le texte en haut, c'est resté des polices de caractères, voilà. Et je pourrais même aller modifier, bien sûr, le texte. Chose que je ne vais pas faire finalement. Donc on a bien obtenu des vecteurs. Donc si on a fait une faute d'orthographe, ça va être difficile de corriger sur la version du bas. Ce sont des dessins maintenant. C'est comme si on avait au crayon ou à la plume dessiné les caractères. Sauf que Illustrator l'a fait pour vous. Ici je vais refaire CTRL-Y pour faire réapparaître. Voilà, une fois que on est en affichage aperçu, la différence, on ne la voit pas entre le texte du dessus et celui du dessous. Celui du dessous, les dessins, celui du dessus, les caractères. L'avantage de vectoriser, il y en a plusieurs. Quand on veut transférer un logo, qu'on a fait un logotype, c'est-à-dire un logo avec des caractères. Quand on veut le transférer et être certain qu'il n'y aura pas de problème de transfert de la police de caractères, en vectorisant et en transmettant au prestataire de service la version vectorisée, on est certain que ça ne va pas bouger, la police de caractères ne va pas être remplacée, puisqu'il n'y a pas de police de caractères, ce sont des dessins, c'est des vecteurs. Ça, c'est un premier intérêt. Deuxième intérêt, on va pouvoir modifier un peu les caractères. Et ça se voit souvent dans les marques. Il y a des marques qui utilisent une police de caractères, des marques qui utilisent une police de caractères et qu'ils ont un peu modifié. Alors ici, si je tape logotype, voilà, vous allez en trouver quelques-unes de marques basées sur des polices de caractères. Voilà, il y en a certaines, ce sont des polices existantes qui ont été légèrement modifiées dans le logo. Mais c'est ce qu'on va faire ici. Alors voilà,
Avec la flèche noire, si vous sélectionnez n'importe laquelle de ces lettres du bas, elles se sélectionnent toutes. Pourquoi? Ben parce que la vectorisation du texte a créé un groupe. Elles sont toutes groupées. On peut aller le voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Voilà, dans la palette des calques, vous allez voir qu'il s'agit d'un groupe. Le fait qu'il y ait un signe inférieur et un signe supérieur ici indique que c'est Illustrator qui a fait le groupe suite à une opération. Quand vous faites manuellement un groupe, il n'y a pas ce signe inférieur et supérieur. Voilà, comme ça explique pourquoi on a ça. C'est bizarre, c'est normal. Quand on ouvre, on voit que chacune des lettres est un tracé. Alors ils appellent ça tracé transparent. Je vais revenir là-dessus un peu plus loin pour vous expliquer ce qu'est un tracé transparent. C'est ce qui permet de faire des trous dans les lettres. Déjà, je peux vous dire ça. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que même des lettres qui n'ont pas de trous, comme le L ici, ou le R, voilà, c'est les deux seules lettres dans le mot que j'ai fait et qui n'ont pas de trous, eh bien, malgré tout, elles sont tracées transparents parce que la vectorisation des caractères n'a pas fait le détail, quoi. Et il a généré pour chacune des lettres un tracé transparent. C'est un tracé spécial, c'est un tracé composite, on appelle ça, je vais vous expliquer un peu plus loin, mais cette histoire de trous dans les lettres, je ne m'y attarde pas maintenant. Donc le fait est que, avec la flèche noire, je clique à côté, rien n'est sélectionné, je clique sur n'importe laquelle des lettres, tout se sélectionne parce que c'est le groupe qui se sélectionne. Si on veut modifier la position ou la dimension d'une des lettres, il va falloir utiliser un outil, et c'est de la révision parce qu'on l'a déjà vu, un outil qui est là derrière la flèche blanche, c'est l'outil flèche blanche plus, outil de sélection directe progressive. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté d'abord pour désactiver, puis je vais pouvoir aller activer n'importe laquelle des lettres. Voilà. Ok. Le R, le L dans mon cas. Nickel, ça se sélectionne. Je peux donc le bouger éventuellement. Sauf que, dans le cas d'une lettre à trous, justement, ça ne sélectionne que un des deux tracés. Mais oui, les lettres à trous, elles sont composées de deux tracés. Donc si je veux bouger une lettre à trous, c'est pas pour rien que l'outil s'appelle progressif, c'est parce qu'il remonte dans la hiérarchie en fait. On va tester ça. Le fait de cliquer une première fois sur le bord du haut ici, puis une seconde fois sélectionne les deux tracés. Une troisième fois si je clique, ça sélectionne tout le groupe. On remonte dans la hiérarchie, dans le groupe. C'est progressif. Donc si vous voulez bouger une lettre à trous, une fois, deux fois, et puis on enfonce la souris et on bouge. Ah ben oui, parce que si vous faites une fois, deux fois, et pour bouger, vous cliquez, ben ça sélectionne tout, ça va pas. Non, c'est... Et là je viens de cliquer à côté pour désactiver, c'est une fois, deux fois, puis on enfonce la souris et on bouge. Et on peut utiliser même la transformation manuelle, bien sûr, avec la touche Shift pour bien faire, pour aller modifier la dimension des caractères si on veut. Voilà. Mais je vais annuler ça. Ok. Voilà. Bon, déjà ça peut être un logo. Hein? Le Colorado est un état dynamique et vibrant. Voilà, bon. Après, il y a du storytelling à faire derrière le logo. C'est-à-dire, oui, ça on n'en a pas parlé, ça fait partie du boulot du graphiste, c'est quand vous faites un logo,
quand vous faites un graphisme, quand vous choisissez des couleurs, quand vous choisissez de la typo, tout ça, si vous présentez ça à un client, bien sûr pas un petit client, pas le boucher du coin de votre village pour lequel vous faites un logo, mais un client plus gros, en général, on fait ce qu'on appelle une charte graphique. Alors, charte graphique, je vais noter que je dois vous en reparler. Je note plus en détail, mais rien n'empêche d'aller déjà voir charte graphique dans Google. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vous montre. Je vais dans la partie images de Google ici, et vous allez tomber sur des chartes graphiques, voilà, notamment celle de Arte, où on vous montre toute l'utilisation des différents logos en différentes couleurs sur différents supports, mais aussi il y a du storytelling derrière. On vous dit, mais tiens, pourquoi le logo Arte, on ne voit pas le bas des caractères, est-ce que c'est juste parce qu'on trouve ça joli, ou est-ce qu'il y a une signification derrière ça? Voilà, donc c'est bien d'avoir du storytelling, parce qu'aussi ça crée de la culture d'entreprise, parce que ce n'est pas seulement entre le graphiste et le patron de l'entreprise à qui vous expliquez pourquoi vous avez fait ça ou ça dans le logo, c'est aussi le travailleur, même l'ouvrier de base, qui peut connaître la signification du logo et trouver une certaine fierté à travailler dans une boîte dans laquelle il y a ça, dans laquelle il sait que dans le logo, en réalité, cette partie-là du logo, c'est ça que ça veut dire. Tout le monde ne le voit pas, mais lui, il le sait. Comment ça se fait que tout le monde ne le voit pas et lui le sait? Parce qu'en fait, un graphiste, quand il fait un logo, une bonne chose à faire, c'est d'aller s'immerger dans l'entreprise pour un peu aller voir comment ça se passe, aller voir les outils qui sont utilisés, notamment, et parfois un logo intègre un outil, que le commun du mortel ne connaît pas. Les gens ne connaissent pas nécessairement cet outil parce qu'il est très spécialisé, spécifique à l'entreprise, mais l'ouvrier le sait. Voilà, donc c'est du storytelling, on appelle ça. Le storytelling. Voilà, je vous invite à, si ça vous intéresse, à aller voir un peu plus en avant en tapant storytelling logo par exemple, et vous aurez quelques articles qui vous expliquent le storytelling. Je prends 2 au hasard ici pour commencer. Quelque chose qui est très intéressant aussi pour se former, c'est les vidéos que Adobe diffuse, des conférences qu'ils diffusent, qui sont accessibles gratuitement. Parfois même sur YouTube, vous avez les chaînes de Adobe où pendant 1h30, 2 heures, 2h30, il y a 2 graphistes qui discutent entre eux et qui font des tests et qui parlent du métier. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est gratuit. Sur des plateformes comme LinkedIn, vous avez aussi des choses, mais là c'est payant, des graphistes qui vous expliquent. Voilà, donc ça dépasse maintenant tout ce qui est formation, ça dépasse le cadre de l'utilisation technique des logiciels, ça va plus loin. Ok, donc, je reviens un peu en arrière sur les chartes graphiques. Si vous voulez avoir des articles en anglais, il va falloir taper le nom en anglais, évidemment, Corporate Identity, donc identité d'entreprise, Guidelines, donc c'est les guides, les directives pour l'identité d'entreprise, et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques en anglais. Oui, ça s'appelle aussi Brand Book, le livre de la marque, Brand Guidelines. Très intéressant, il y en a plein qui sont sur le web et que vous pouvez télécharger. Si vous ajoutez le mot PDF, vous tomberez sur les PDF téléchargeables de chartes graphiques. C'est souvent une question qu'on a. Comment est-ce qu'on fait une charte graphique? Mais en réalité, il n'y a pas vraiment
de règles pour créer une charte graphique. Chaque charte graphique est différente. Donc la charte graphique, je vous rappelle, c'est ce qui montre comment utiliser le logo dans différentes situations, différentes couleurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la signification, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a abandonné telle piste, pourquoi il ne faut vraiment pas faire ça, pourquoi ceci est très signifiant et intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, justement, on peut faire des chartes graphiques vraiment qui en soi sont des mises en page très créatives et originales. Voilà. Il existe aussi des guides à la présentation aux clients, des exemples. Vous avez des grosses boîtes de création, de graphisme et de publicité qui ont enregistré leur présentation aux clients. Tout ça est disponible. Il suffit de chercher un peu. Le web regorge de choses intéressantes. Voilà, tout ça, j'avais démarré cette explication sur les chartes graphiques en vous parlant du storytelling, donc le racontage d'histoire, parce que quand on fait un logo, quand on fait quelque chose, il faut normalement pouvoir justifier, autrement que par c'est joli, voilà, il faut justifier. Même si vous faites de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire vous avez fait un truc joli et vous trouvez une explication, une signification, bon là, c'est chacun qui gère la manière dont il travaille. Bien, alors on va enregistrer ça. Voilà. 0,5. Voilà, donc... bien, donc cette chose-là, je vais la mettre de côté. Je vais redémarrer du texte là au-dessus. Voilà. Avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Et cette version-là, qui est maintenant chez moi au milieu, je vais la vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà. Donc, si je résume, avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir sélectionner certains caractères de ce groupe, puisque la décomposition du texte, je veux dire la vectorisation du texte, a généré un groupe. Donc si je veux avoir accès aux différents éléments dans un groupe, je ne peux pas utiliser la flèche noire, je dois utiliser la flèche blanche plus. Tout est sélectionné actuellement. Je clique à côté pour désélectionner. Ça, c'est une première chose. Puis, je vais utiliser la flèche blanche plus pour aller sélectionner ici un caractère qui n'a pas de trou. Et je peux le bouger. Un caractère qui n'a pas de trou. Attention, si je clique une seconde fois, ça sélectionne tous les caractères du groupe, parce que c'est un outil de sélection directe progressive. C'est-à-dire que ça remonte dans la hiérarchie du groupe. Je démarre d'un élément, et là je clique à côté. Je démarre d'un élément du groupe, que j'arrive à sélectionner seul, mais si je clique une seconde fois, tout est sélectionné. Donc, et là je reclique à côté, si je veux arriver à le bouger, il faut que je clique une première fois sur lui, et puis j'enfonce la souris et je bouge. Et j'arrive à le positionner. Je clique une première fois sur lui, j'enfonce la souris et je le bouge. Voilà. Et alors on a les caractères particuliers qui, eux, ont des trous. Pour arriver à bouger un caractère qui a un trou, en fait, il est composé de deux vecteurs, le trou et l'extérieur. Et là, c'est particulier. Il va falloir que je clique une première fois sur le bord du caractère, une seconde fois pour sélectionner non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà. Si je clique une troisième fois, c'est foutu parce que tout se sélectionne. C'est pas bon.
Donc je remonte, je clique à côté. Si je clique sur le bord une fois, et sur le bord une seconde fois, et une troisième fois, là c'est foutu. À la troisième fois, ça sélectionne tout. C'est trop remonté dans la hiérarchie. Je clique à côté. Il faut commencer par un des éléments. Donc je vais ici essayer par le trou. Il n'y a pas de problème, c'est pas toujours l'extérieur. Je clique sur le trou, il se sélectionne. Je clique une seconde fois, toute la lettre se sélectionne. C'est bon. Si je veux la déplacer, c'est pas cliquer que je vais faire une troisième fois, c'est enfoncer la souris sur le bord et je peux bouger. Voilà. Comme ça, vous savez comment faire. Clic, clic, enfoncer, bouger. Clic, clic, enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà un semblant de logo. Oups. Ah oui, forcément, le C n'a pas de trou. Je dois cliquer simplement une fois sur lui, puis enfoncer, bouger. Le L non plus n'a pas de trou. Voilà. Le O a un trou. Je dois cliquer deux fois, puis enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà, donc déjà on commence à s'approcher d'un logo en modifiant comme ça les caractères. Oui, donc c'est une petite gymnastique quand même, cette manipulation des objets qui font partie d'un groupe. Ah tiens, autre possibilité, englober. Voilà, si vous englobez avec la flèche blanche plus et que les deux parties de l'objet, là, le trou et l'extérieur, sont dans le rectangle de sélection, ça fonctionne aussi. C'est pas toujours facile d'englober parce que parfois les objets sont parmi plein d'autres et le clic, il faut connaître. Voilà. Ici, je vais même englober la lettre d'à côté, voilà, et déplacer ces deux lettres en même temps. Oups, j'ai fait une erreur. J'annule. J'ai oublié d'englober aussi le trou du haut. Donc il faut que j'englobe. Voilà. Ok. Là j'ai 4 tracés qui sont sélectionnés. Les deux trous et les deux extérieurs des lettres. Et je peux bouger. Voilà. Bon, c'est une petite gymnastique à avoir. Bien. On va agrandir par la droite le plan de travail. Donc n'hésitez pas à zoomer en arrière parce qu'on va aller travailler sur la droite maintenant. Vous zoomez en arrière, vous activez l'outil plan de travail. Attention, ici, cette option-là, je vais la désactiver. Elle est désactivée, cette option-là. Vous voyez, là, elle est activée. Si je la vois comme ça, et là, elle est désactivée. Donc il faut qu'elle soit désactivée, parce que sinon, quand on bouge les poignées du plan de travail, les objets bougent avec, et c'est pas du tout ce que je veux. Parfois, c'est ce qu'on veut, parfois, pas. Donc je prends les poignées du plan de travail, et là, je vais agrandir par la droite, comme ça, voilà. Parfait. Ok, je réactive la flèche noire quand j'ai fait ça. Alors, à nouveau, je vais redémarrer du texte non vectorisé. Avec la touche Alt enfoncée, je le déplace. Voilà. Et je vais le vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà les vecteurs. Donc cette fois-ci, je ne vais pas bouger les lettres. Je vais modifier les lettres. Donc la flèche blanche plus, c'était pour sélectionner l'entièreté d'un tracé, l'entièreté de l'extérieur de la lettre, l'entièreté du trou avec. Bon, ça c'est la flèche blanche plus. Mais là, on va utiliser la flèche blanche qui permet de manipuler certaines parties d'un objet seulement. La flèche blanche sans le plus. Vous allez cliquer à côté de l'objet pour désactiver. Et puis vous allez englober. Alors ce serait peut-être intéressant de faire CTRL-Y. Non, dans ce cas-ci, je ne fais pas CTRL-Y. Je vais englober, comme ça, une partie du caractère, vous voyez.
D'accord? Une fois que une partie du caractère est sélectionnée, donc les points là qui étaient englobés par la flèche blanche sont sélectionnés, ceux d'en bas ne le sont pas, je prends un point et je peux le bouger. Et si je veux que ça se déplace parfaitement à la verticale, j'enfonce la touche Shift. Et voilà, vous allez pouvoir comme ça faire des logos de cette manière-là. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. Ok. Ok. Je vous montre, hein, parce qu'on a tous des mots différents. Je vous montre ici chez moi ce que je vais faire. Avec la flèche blanche, j'englobe ici cette partie-là. Voilà. Je vais prendre un point et monter en enfonçant la touche Shift. Ok. Alors, pour arriver à placer à la même hauteur que le L chez moi, il va falloir que j'utilise les règles que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Vous pouvez les faire apparaître aussi maintenant si vous voulez. Vous enfoncez, vous allez dans le menu Affichage. Affichage, règles. Et là, vous avez afficher les règles. Évidemment, chez moi, vu qu'elles sont affichées, ça propose de les masquer. Et le raccourci, c'est CTRL-R sur le PC, Command-R sur le Mac. Donc, au lieu d'aller dans le menu affichage, vous pouvez très bien faire CTRL-R. Et les règles vont apparaître. Et alors, en positionnant le pointeur sur la règle horizontale, vous allez tirer un repère horizontal. Vous mettez le pointeur là sur la règle horizontale, vous enfoncez, vous tirez, vous pouvez lâcher, c'est un repère. Alors je dis tout de suite, une erreur de débutant, c'est que le débutant essaye d'aller sur le bord de la règle avec le pointeur et ça ne marche pas. On met vraiment le pointeur sur la règle pour faire ça. On enfonce et on tire et on a un repère qu'on peut d'ailleurs bouger. Et alors ce repère, il a une existence dans la palette des calques. Il est là. Si vous regardez dans la palette des calques, c'est un objet, repère, quelque chose qui peut être pratique quand on a des illustrations complexes, c'est de faire un calque spécialement pour les repères. Et de les mettre sur ce calque-là. L'intérêt, c'est qu'en enlevant l'œil en face du calque, tous les repères s'enlèvent de l'affichage. Ou une partie des repères. Je mets les repères horizontaux sur un calque, les repères verticaux sur un autre. Je peux décider quels sont les repères qui s'affichent ou pas, verticaux ou horizontaux, ou les deux, ou aucun des deux. Voilà, vous allez déplacer le repère. Est-ce que... Ah oui, évidemment, il va falloir zoomer. Voilà, vous déplacez le repère de manière à le mettre à un certain endroit. Si vous avez tiré, si vous avez agrandi un caractère comme je l'ai fait, voilà. Et ça va vous aider à aller sélectionner. Ah oui, un truc qui pourrait être fait. Là, je fais CTRL-Z. Après avoir positionné le repère, je clique à côté, il est désactivé. Mais je peux aussi aller le verrouiller. Ça, c'est intéressant. Verrouiller en mettant un verrou en face du mot repère sur le calque qui est déployé, vous voyez? Un verrou en face du mot repère, comme ça, impossible de le sélectionner et de le bouger. Du coup, je peux aller ici englober les points que je voulais bouger, en bouger un avec la... J'englobe, stop, j'annule, je fais une petite erreur ici, voilà, je vais être plus précis. Je prends n'importe lequel des points sélectionnés, je bouge avec la touche Shift enfoncée et je vais aller mettre, voilà, proche du repère, voilà, comme ça, c'est bon. Donc voilà comment mettre à la même hauteur, par exemple, avec les repères, ça peut être intéressant. Donc, le calque, il existe, il n'y a pas besoin de le créer avant que le repère se fasse. Tout document Illustrator démarre avec un calque. Et le repère, quand on le tire de la règle, il arrive sur ce calque-là. Et j'ai dit, comme information supplémentaire, que oui, pour des illustrations complexes, vous pourriez, mais on ne va pas le faire ici, faire un calque spécialement pour les repères. Mais on ne va pas le faire ici. Et j'ai évoqué les avantages, notamment le fait qu'en enlevant l'œil en face du calque repère, pour une illustration complexe, vous pourrez rapidement enlever les repères de l'affichage, notamment.